Canal de l'Égypte ancienne. Vous présentant la vie de l'Égyptien antique. Les rois les plus importants des pharaons. Les temples les plus célèbres. Les batailles militaires les plus célèbres. Avec nous, vous vivrez la vie d'un ancien Égyptien. Malgré le passage de milliers d'années, la civilisation égyptienne antique inspire toujours le monde entier, d'autant plus que nombre de ses secrets restent encore un mystère pour les scientifiques et les chercheurs, qui tentent encore aujourd'hui de la déchiffrer. L'une des plus grandes civilisations de la planète est l'ancienne civilisation pharaonique égyptienne, qui a étonné le monde entier et est resté perplexe avant d'expliquer le mystère de cette grandeur qui s'est étendue sur des siècles. Elle n'a pas disparu ou s'est éteinte comme les autres civilisations modernes. Des civilisations qui n'ont pas pu résister aux changements survenus. Le monde le traverse. La civilisation égyptienne recèle encore de nombreux secrets, et chaque jour nous entendons parler de découvertes. Du nouveau sur ce monde plein de secrets. Si vous souhaitez plonger avec nous dans les profondeurs de l'histoire, nous vous proposons l'histoire égyptienne depuis l'ère paléolithique jusqu'à la fin de l'ère pharaonique. Nous présenterons des personnages, des batailles et des événements sur la vie des anciens Égyptiens. Soutenez-nous en aimant la chaîne, en participant et en nous écrivant dans les commentaires pour nous faire part de vos avis afin que nous puissions nous développer. Nous ferons un tour rapide de l'histoire de l'Égypte ancienne, en passant en revue les dynasties égyptiennes. Nous commençons notre premier tour du vieux pays. Homme ancien à l'âge de pierre. À l'âge de pierre, les anciens humains étaient nomades et habitaient dans des grottes. À la fin du Paléolithique, ils étaient. L'homme de cette époque est mobile et ne s'installe pas au même endroit, dépendant pour sa nourriture de la chasse et de la cueillette de plantes et de fruits avant la découverte du feu. Il utilisait des outils de coupe et de grattage, dont certains étaient en pierre de silex. Sont de simples outils en pierre que le premier homme utilisait pour couper la viande et les peaux, et avec eux pour les déraciner. Ce qu'il récoltait des racines des plantes, et après avoir découvert le feu, il commença à l'utiliser pour cuire et griller la viande. Il utilisait également des outils en os, bois et cuir. Vie paléolithique. La vie en Égypte a commencé il y a environ 150 000 ans, tandis que l'ère dynastique de codification s'est produite vers plus de 3000 avant J.C. Les fouilles découvertes dans ces zones, comme les oasis de Dakhla et Karga et l'oasis de Farafra, ont permis de découvrir de nombreux outils en pierre que les humains utilisaient à cette époque, notamment des hachettes, des couperets et des grattoirs pour chasser les animaux et récolter des plantes, en plus. Au reste d'animaux indiquant les types d'animaux que les humains utilisaient pour chasser les girafes et les gazelles dans la nature. L'homme est resté dans cet état jusqu'à ce que les pluies diminuent, que la sécheresse prévale, que les plantes disparaissent et que les plateaux se transforment en un désert aride, obligeant l'homme à migrer des plateaux et à descendre vers la vallée du Nil à la recherche d'eau et de nourriture. L'homme égyptien s'est habitué à l'agriculture dans la vallée au bord du Nil, il a domestiqué les animaux et sa vie a changé du mouvement et des voyages à la stabilité pour prendre soin des récoltes et des plantes qu'il cultivait et préservait. Pour y résider. Il construisit les maisons en terre crue et couvrit leurs toits de roseaux puis de briques de terre crue. L'émergence de villages et de villes. Au fil du temps, les bâtiments se sont multipliés et des rassemblements humains, tribus-villages, sont apparus, et avec eux ont commencé l'appartenance à la famille, à la tribu, au village et à la ville, ainsi que la loyauté envers la terre sur laquelle ils vivaient.
L'historien égyptien Manéthon est le père de l'histoire pharaonique, et non l'historien grec Hérodote, car Manéthon est considéré comme l'écrivain d'histoire le plus important connu de l'humanité, et les Égyptiens ne le connaissent pas, malgré sa grande valeur et son rôle dans l'enregistrement de l'histoire égyptienne ancienne. Indiquant que tous les égyptologues du monde s'appuient encore jusqu'à présent sur la division historique de Manéthon, malgré le passage de 22 siècles depuis son auteur, Agyptiaca. On attribue à Manéthon la division des dirigeants pharaons en familles, car le terme « famille » est une de ses inventions. Il a également divisé l'histoire de l'Égypte ancienne en 30 familles royales qui siégeaient sur le trône d'Égypte à partir du 32e siècle avant J.C. Jésus-Christ jusqu'à l'entrée des Ptolémées en Égypte au IVe siècle avant J.C. Époque antique. Le royaume du Nord était situé au nord de l'Égypte dans le delta et sa capitale était la ville de Buto dans le gouvernorat de Kafr el-Sheikh, aujourd'hui proche de la ville de Dissuk. Son emblème était la plante de papyrus et sa couronne royale portait la couleur rouge. Les habitants de ce royaume vénèrent le serpent cobra. Le royaume du Sud, situé en Haute-Égypte, sa capitale est la ville de Nokba à Aswan, qui est actuellement proche de la ville d'El-Kab, et son emblème est la fleur de lotus et sa couronne royale est blanche. Ce royaume vénérait la femelle aigle. Les guerres entre les deux royaumes se poursuivirent jusqu'à la seconde unification. Roi Mina. Le roi Ménès, souverain du royaume du Sud, fut capable d'unifier la Haute-Égypte avec le côté tribal vers 3200 avant Jésus-Christ. Il créa un gouvernement central fort pour toute l'Égypte et devint le premier dirigeant à détenir plusieurs titres, tels que « roi des deux terres », propriétaire des deux couronnes, aigle du Sud, serpent du Nord, et il était tout cela, en hommage aux actes accomplis par ce grand héros. Ainsi, le roi Ménès devint le fondateur de la première dynastie régnante de l'histoire de l'Égypte pharaonique, et même de l'histoire du monde entier, et il porta la double couronne des royaumes du Nord et du Sud. Ville de Memphis. Le roi Ménès comprit la nécessité de construire une ville de taille moyenne, à partir de laquelle il pourrait superviser les côtes et la mer. Il fonda donc une nouvelle ville sur la rive ouest du Nil à la place de l'actuel village de Miraïna, en gouvernorat de Gizeh. C'était à l'origine une forteresse militaire entourée d'un mur blanc, et son propriétaire le voulait. Elle fortifie et protège le royaume des incursions des propriétaires du Nord, et Ménès l'avait appelée Nefer, signifiant le beau port. Et plus tard elle fut appelée Memphis, à l'époque de la Grèce, puis les Arabes l'appelèrent Memphis, et la ville de Memphis devint la capitale de toute l'Égypte à l'époque de l'Ancien Empire jusqu'à la fin de la dynastie. 6. Les monuments les plus importants de Memphis. Il existe de nombreux monuments et monuments dans la ville datant de l'Antiquité, dont les plus importants sont les suivants. La pyramide de Djosé, connue sous le nom de pyramide de Saqqara. La pyramide à degrés construite par Imhotep et reconstruite par le roi Djéser pendant la troisième dynastie il y a plus de 2700 mètres. Le musée en plein air est situé dans le village de Miraïna. L'immense statue de Ramsès II, et une autre statue similaire au sol. La statue de Ramsès II située à l'entrée du musée en plein air. Une statue en forme de sphinx, en albâtre, en plus de diverses autres antiquités. Pierre de Palerme. L'Égyptien de l'Antiquité souhaitait enregistrer son histoire et celle de son pays, qui remonte profondément dans le temps, depuis qu'il a été guidé vers l'écriture et qu'il a pris conscience de la valeur de l'enregistrement et de l'écriture.
Les fouilles ont révélé de nombreuses antiquités, que les études archéologiques ont couvertes avec beaucoup d'intérêt et de recherche, et ont contribué à découvrir une grande partie de l'histoire ancienne de l'Égypte. Elles nous ont ouvert des portes qui étaient fermées sur des périodes historiques inconnues, que nous ne pouvions que atteindre à travers ce qui a été écrit et enregistré, et sa représentation, des événements historiques écrits sur des feuilles de papyrus, ou gravés et photographiés sur les murs des temples et des tombes, ou gravés sur des plaques commémoratives en pierre ou en bois. L'importance historique et archéologique de la pierre réside dans le fait qu'elle représente un document historique d'une importance particulière dans l'histoire de l'Égypte ancienne, comprenant un calendrier chronologique des rois de l'Égypte ancienne après l'unification de la Basse et de la Haute-Égypte, en commençant par le roi Narmé. Et une liste des rois d'Égypte de l'époque de la première dynastie jusqu'au milieu de la 5e dynastie, parmi lesquels le roi Snéferu, le roi Khéops, le roi Jadafre, et le dernier roi dont le nom était mentionné était le roi Néferirkar, qui a probablement été écrit pendant son règne. La pierre enregistre également des événements importants au cours de chaque année de leur règne. Les deux côtés de la pierre sont divisés en différentes sections, et dans chaque section il y a une courte inscription exprimant le nom du roi, le nom de sa mère et la hauteur de la crue du Nil pendant les années du règne du roi qui régnait. À cette époque, ainsi qu'un recensement du nombre de têtes de bétail, des quantités d'or, et un recensement des superficies des champs et des impôts imposés, en plus des événements de chaque année, qu'il s'agisse des efforts de guerre ou de la construction de des temples, des bâtiments et des sculptures, et des célébrations importantes telles que la célébration du couronnement du roi ou la fête d'accession au trône. Sous chacun des noms des rois se trouvait une représentation du roi portant l'une des couronnes des régions du nord et du sud. La palette de Narmé est la première des peintures historiques pharaoniques, connue sous le nom de Narmé ou Narmé car elle était écrite dessus. Elle a été écrite et peinte sous le règne du pharaon Narmé, qui unissait les deux visages égyptiens et incarnait la scène de l'unification des deux pays, et la victoire du roi pharaonique sur ses ennemis. Le nom du roi Ménès était mentionné sur la plaque comme Narmur, et écrit avec deux symboles, le poisson, prononcé Nar, et ciseau, prononcé Mur. Il s'agit d'une différence de prononciation du nom, car on pense que le nom a plusieurs significations, et les archéologues ne sont pas d'accord sur la signification. Fidèle au nom, bien-aimé de la déesse Nara, ouvreur des sentiers, tueur du poisson Nara. Quant à la manière dont elle a été découverte, elle a été découverte par le scientifique britannique Coppel à Hierakonpolis, près d'Edfou, en 1988. Elle est constituée de pierres de schiste vert et se trouve maintenant dans la salle d'exposition du musée égyptien de Tahrir. En haut du tableau, sur la première face, on trouve deux visages de femmes avec des oreilles et des cornes de vache. Il s'agit de la déesse Maba, qui fut plus tard nommée Hathor. Entre les deux visages, on retrouve la façade du palais Al-Serek et une inscription à l'intérieur avec le nom Narmé. Dans l'image ci-dessous, nous trouvons le pharaon représenté en grande taille portant la couronne de la haute, Sud-Égypte. L'homme blanc tient son arme à la main pour attaquer l'un de ses ennemis du nord, ce qui le distingue par la perruque du nord. Sur la deuxième face, on retrouve en haut de l'image sculptés les deux mêmes visages de la déesse chauve-souris, avec le Sérek entre eux. En dessous se trouve une scène représentant la fin de la guerre et le roi marchant dans une procession de victoire en direction de le temple de la ville sainte de Putu. Ici, le roi porte la couronne rouge, la couronne du delta, et derrière lui se trouve un porte-sandales.